Entre nous, un podcast intimiste et bienveillant dans lequel on parlera santé, prévention et parcours de vie. Je suis Bénédicte Proutot, infirmière et responsable du service prévention santé de la mutuelle Mutami. Écrire pour témoigner, transmettre, laisser une trace, se libérer. Écrire pour que l'on n'oublie pas. Écrire pour soi et pour ceux qui nous suivront. Écrire pour donner un sens à la maladie, à la douleur, à la vie. Se raconter, déposer son histoire, s'aider peut-être, continuer encore un peu au milieu des siens. Pour certains, ce sera la nécessité impérieuse de laisser une trace. Pour d'autres, une façon d'accepter un départ inacceptable. En 2007, naît la biographie hospitalière sous l'impulsion de Valeria Milewski, docteure en sciences du langage, permettant aux personnes gravement malades de se raconter. Un soin de support à part entière. Comme l'écrit Anne Ernaux, écrivaine française, la biographie, c'est sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Bonjour Valéria. Bonjour, merci beaucoup de cette introduction. Vous avez 56 ans, maman de 2 enfants, un parcours professionnel riche, la communication, l'éducation, les arts, des passions débordantes, la musique, l'art encore, la culture, une sensibilité particulière à l'autre et notamment à l'accompagnement des personnes atteintes de maladies graves. En 2007, vous intégrez le service d'oncohématologie du centre hospitalier de Chartres en tant que biographe hospitalière, mais j'imagine que votre projet a débuté bien avant. C'est vrai, quelques années auparavant, il y a une histoire, ça semble être une anecdote, mais c'est une réalité en fait. Dans les années 2000, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle à Paris pour la section artistique, parce que comme vous l'avez gentiment précisé, je viens de là en fait. Je suis musicienne, j'écrivais pour le théâtre, donc je suis au Muséum national d'histoire naturelle et il y a l'élection d'un nouveau gouvernement et il est décidé que cette vieille dame n'aura plus de secteur artistique, mais que le muséum va se recentrer que sur les sciences dures. Donc on nous remercie en fait, et là je me retrouve pour la première fois à avoir du temps pour réfléchir, du temps pour me demander bien voilà ce que j'avais envie maintenant de faire professionnellement. Et puis un soir je suis à la maison et je prends un petit papier et j'écris sur ce petit papier ce que j'aime. Très naïvement et très simplement, hein. Moi je suis simple donc j'écris j'aime les gens, j'aime écouter, j'aime les histoires et j'aime écrire. Et je vais me coucher, en fait. Et le lendemain matin... Émergence c'est ça, d'un il y a projet. l'idée, cette idée de proposer à des personnes très gravement malades de raconter leur vie, leur histoire et de leur offrir le livre. Donc j'en parle autour de moi, j'en parle bien sûr à mon mari, à mes amis, à ma famille, et tout le monde est très perplexe, me dit « Mais Valéria, là tu oublies. Tu oublies ma chérie, parce que tu pleures en regardant les dessins animés avec tes enfants, tu pleures en voyant une fleur qui pousse, un nuage qui passe, un papy qui tient la main à sa mamie, enfin, c'est juste pas possible pour toi. C'est une idée totalement saugrenue. Sauf que moi, je leur dis, bah ouais, c'est peut-être une idée, mais maintenant, pour moi, c'est une évidence. Et je vais le faire. En 24 heures. En 24 heures. Voilà, donc je vais voir un psy pour lui raconter mon projet. Il me rassure, il me dit, bon, vous avez déjà bien regardé un peu de votre histoire et ça semble plutôt étayé. Vous avez déjà discerné. Non, ça semble... Il n'y a pas trop de loups dans la bergerie. Et puis après, moi, j'écrivais pour le théâtre, mais pas du tout pour l'autre, en fait. Donc, je suis devenue... J'ai monté ma petite entreprise et je suis devenue biographe familiale ou privée. Deuxième étape. Et puis, troisième étape, c'est que moi, les blouses blanches me faisaient peur. Ah, je partais de très, très loin. Hein. Je vois. Et puis, les médecins aussi, enfin... C'était pas du tout mon monde. Nous, on est plutôt un monde de scientifiques, d'ingénieurs, pas du tout
de médecin. Donc je me suis dit, bon, je vais devenir bénévole accompagnante. Et j'ai été formée avec l'association Jeanne Malve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Je suis devenue bénévole accompagnante et j'ai vu que ça ne me coûtait pas et que j'étais même assez tranquille à cette place-là. Et simultanément, avec l'idée m'est venu tout le process, quasiment. Donc voilà, et là on est dans les années, on doit être en 2002, 2003, et puis j'ai eu la chance d'avoir une petite fille, donc je ne me voyais pas commencer ce projet avec un ventre très rond. J'avais besoin d'être là pour mes enfants. Donc 2005, je commence le bénévolat. 2006, je fais vraiment quelque chose de... je mets tout par écrit. Et puis 2007, j'ai cette chance incroyable de rencontrer cette équipe en avril 2007. Et ils m'ouvrent les portes du service en septembre 2007. Et rappelons que le métier de biographe, en fait, n'existe pas. C'est vrai, mais je l'ignorais. Je l'ignorais et nous l'ignorions. On a été très étonnés, c'est lorsqu'on a vu les caméras des télés arriver, en se disant, bah oui, c'est vrai, on n'a même pas regardé, en fait, mais effectivement, ça n'existait pas Alors, en France et à l'étranger. Il fallait faire vos preuves par rapport à... Alors, dans cette équipe, je n'ai pas eu besoin de faire mes preuves parce qu'ils m'ont de suite fait une place. En fait, de suite, ça s'est fait totalement naturellement. Par contre, il a fallu faire les preuves par la suite, notamment auprès du ministère de la Santé, puisque nous avons été reçus quelques années après et on nous a dit qu'il va falloir lever la suspicion parce qu'il y avait eu pas mal de médias, il y avait eu des reportages mais était venu le temps de valider, d'évaluer, et on était un peu retors, nous, à cette idée. C'était la reconnaissance, en fait. Alors, c'était pas encore la reconnaissance, on parlait pas de ça, mais c'était l'idée de commencer un peu à faire de la recherche. Et on se disait, mais faire de la recherche sur de l'intime... mais en fait, on a été formés à faire de la recherche en soins palliatifs et on a commencé en 2012 une recherche effectivement sur les incidences et les spécificités de la démarche de la biographie hospitalière auprès des patients, de leurs proches et des soignants. Et on a maintenant une définition ? On peut donner une définition en fait exacte du métier de biographe ou... Alors oui, je vais tenter, Bénédicte, parce que c'est pas du tout dans le marbre, hein. Mais la définition, on parlera plutôt de la biographie hospitalière plutôt que du biographe hospitalier. Le biographe hospitalier est celui qui exerce la démarche. Donc la biographie hospitalière telle que nous l'entendons, avec l'association Passeurs de mots et d'histoire, et telle qu'elle a été initiée depuis maintenant 15 ans. C'est une proposition qui est faite à une personne très gravement malade et ou en situation palliative, suivie par une équipe. La proposition de se raconter à un biographe formé, faisant partie intégrante d'une équipe soignante et qui va recevoir lui-même ou un proche désigné gracieusement le livre de son histoire, et livre de très belle facture puisqu'il est relié par un artisan d'art. La voilà la définition. En voilà une très jolie définition. Est-ce que dans cette, ce rôle, ou l'émergence en tout cas de ce métier ou activité de biographe, est-ce qu'il y a automatiquement une histoire personnelle derrière qui accompagne Alors, pas forcément en fait. Je dis souvent, lorsque je forme les individus à ce métier ou à cette approche, ou une approche non médicamenteuse, c'est qu'en fait les objectifs varient. Les patients de prime abord peuvent avoir, imaginons une maman de 30 ans, elle sait qu'elle ne sera pas là à Noël et elle a 2 enfants très jeunes, donc elle, son premier objectif, ça va être mes enfants, j'ai peur qu'ils m'oublient.
J'ai peur qu'ils ne sachent pas qui était leur maman. Donc elle va avoir un premier objectif et on va se rencontrer pour cette raison-là, initiale. Et puis au fur et à mesure du temps, elle va pouvoir changer d'objectif, c'est-à-dire qu'elle va aussi, elle, avancer, se reconfigurer, donner sa propre vérité, avoir ce projet, faire une aventure de vie finalement avec ce projet de ce livre, de son livre. Donc les objectifs peuvent vraiment bouger. On peut le faire pour transmettre à ses petits-enfants un métier, on peut le faire pour parce qu'on s'ennuie, on peut le faire parce que on a envie de mourir, on peut le faire parce qu'on a besoin de faire un bilan. Il y a en fait, bien sûr qu'il peut y avoir, il y a toujours une démarche personnelle, mais les envies et les objectifs peuvent vraiment évoluer. Quel est le processus qui amène en fait à ce que vous rencontriez le patient? Alors ça Toute part cette toujours, démarche. je comprends. C'est important, on ne fait pas, moi je fais partie bien sûr de l'équipe, hein. Tous les biographes hospitaliers passeurs font partie d'une équipe et vont aussi à domicile, hein. Et c'est toujours, toujours sous l'impulsion d'un soignant. Donc nous, dans notre service, c'est principalement les médecins, mais aussi les infirmiers. Et dans d'autres établissements où je peux aller lorsque je suis les personnes que j'ai formées, ça peut être l'aide-soignante, voilà, la SH. Et en fait, c'est soit donc au cours d'une visite, parce que si nous reprenons l'exemple de cette jeune maman qui va dire au médecin, docteur, moi je suis dans une angoisse sans nom, parce qu'à Noël, je ne serai plus là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir pour mes enfants sous le sapin? Enfin, comment ça va être ce Noël-là pour eux? Et là, à ce moment-là, le médecin va de suite penser, parce que pour lui, les médecins, ça fait vraiment partie du parcours de soins. D'ailleurs, c'est eux-mêmes en premier qui ont dit que j'étais soignante. Moi, je ne comprenais pas trop, hein. En tant que linguiste, je dis ah non, je ne suis pas soignante, je suis linguiste. Mais ben si, Valéria, c'est un soin, donc si c'est un soin, tu es soignante. Et nous, ça fait vraiment partie au même titre que du paracétamol, que la D'un morphine, que massage. les massages. Ou, nous, on en fait la prescription. Donc là, à ce moment-là, il va y penser, puis il va dire à cette dame, voilà, peut-être que vous pourriez rencontrer Valéria, qui est biographe dans le service, et peut-être laisser faire un livre de votre histoire, et ce sera pour Ninon et Léo quand ils seront plus grands. Ça n'est pas forcément quelqu'un qui, au cours d'un soin ou deux soins, se raconte beaucoup et où là, les Alors ça soignants peut. vont se dire, il a plein de choses à dire en fait. En fait, ça peut, tout est possible, hein. Effectivement, quelqu'un qui a soif de partager et qui a une vie exaltante, c'est possible. Mais finalement, il y a plus de vie très simple. Enfin, nous sommes aussi dans la Beauce, donc il y a des vies simples, mais dans chaque vie, il y a des valeurs. Dans chaque vie, il y a une philosophie de vie. Il y a des richesses. Et surtout, chaque vie est unique et exceptionnelle. Et c'est nous ce que l'on va mettre en avant. Les personnes qui se laissent glisser, par exemple, qui souhaitent mourir en leur disant, mais peut-être il y a encore quelque chose à vivre, parce que justement, vous êtes vivant et votre vie, elle est unique. Parce qu'il n'y en a qu'une comme la vôtre. Donc, on tente l'aventure, tentons. Est-ce que pour pouvoir retranscrire les histoires de vie, les récits, on doit avoir des appétences, des prédispositions, des qualités particulières? L'empathie, j'imagine. Alors, il y a, Alors, il le y a mot est dans... des qualités, c'est vrai. Il y en a peut-être qu'on peut acquérir et puis d'autres peut-être moins. Moi, je parlerai en premier lieu, ça va peut-être vous surprendre. Bien sûr, on parle de gentillesse, mais probablement pour moi, la première serait la simplicité. Vraiment, la simplicité d'aller vers l'autre, de ne pas
le devancer, de ne pas qu'ils sentent que vraiment on est dans une rencontre, dans l'altérité, dans une forme de fraternité. Voilà, moi je dis souvent, l'autre est un peu de moi et moi je suis un peu de l'autre. Et dans cette simplicité-là de l'échange, donc parce que sinon on pourrait avoir tendance à croire que l'on va sauver l'autre ou que cette démarche nous met à un endroit où nous ne sommes pas du tout un peu missionnés, pas du tout, du tout, du tout. Donc une grande simplicité, une forme de générosité, ça c'est important. Euh, Aussi une forme de légèreté, ne s'attendre à rien pour être prêt à tout. Vraiment, absolument pas une posture de sachant ou d'écrivain ou de... Non, moi je dis d'ailleurs, je suis la personne qui écrit. Puisque j'allais vous dire, en Voilà, fait, ça se je me passe présente comment, comme ça. sans être rentrer dans l'intime peut-être des expériences que vous avez eues, mais comment ça se passe justement? C'est alors un rendez-vous, des rendez-vous, Voilà, alors oui, déjà je vais une première fois, si nous continuons avec cette jeune maman, je vais aller la voir, je dis voilà, je suis Valéria, le médecin vous a parlé de la biographie hospitalière. Je viens vous présenter la démarche, me présenter, donc je lui montre un livre, comment c'est. Je lui explique que c'est totalement confidentiel, gratuit, que je vais prendre des notes sur un cahier, sur son cahier, qu'on va faire le nombre de séances qu'il faut, que la séance peut durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, euh, qu'en fait c'est comme si on était au café, mais que bon là on est à l'hôpital et on peut partager aussi un café, mais on est dans sa chambre et que si elle rentre à la maison, je peux venir à la maison ou on peut continuer par téléphone, par WhatsApp ou que lorsqu'elle vient pour ses consultes ou pour parce que ce n'est pas parce qu'on est très gravement malade qu'on n'a plus de soins hein, mm. médicamenteux. Donc cette personne peut venir pour une transfusion ou pour une chimio. Eh bien on peut se voir à ce moment-là aussi. Ou si elle veut venir par ses propres moyens, elle peut venir. Enfin voilà, je lui explique tout ça et puis on fait connaissance. Je lui dis qu'elle peut prendre un temps de réflexion, bien sûr. Et en fait, c'est le temps où on se rencontre. Oui, parce que j'imagine que Euh, la confiance ne se, voilà, c'est pas au premier rendez-vous que Alors c'est vrai que ça va ça très peut vite, l'être probablement, ça oui. va très vite. Il y en a qui me disent mais moi, alors au début c'est Madame et puis très vite c'est Valéria. Hein. Mm. Je vais leur dire bah, Valéria ça va être plus simple que Madame Milevski de toutes les manières. Donc Valéria c'est bien, je fais partie de l'équipe. Donc je n'ai pas de blouse, j'ai pas de badge. Donc Valéria et je leur dis bah voilà Valéria, la personne qui écrit. Je leur explique que je suis là depuis 17 ans, que on a beaucoup de pratiques avec l'équipe Mm. et qu'ils peuvent se sentir vraiment, on peut commencer puis arrêter. Et je leur dis surtout, là, vous êtes le capitaine. Là, vous reprenez les rênes. Mm. C'est vous qui dirigez le bateau. Moi, je vais vous aider. Je suis là parce que c'est mon travail, parce que j'adore, parce que je sais faire. Mais c'est vous le capitaine. Donc ça, c'est important. Mais on reviendra sur tout cet aspect aussi relationnel Mm, mm. au décours de vos entretiens. Il existe maintenant un diplôme universitaire Tout à fait. de biographie hospitalière, non pas de biographe, mais de biographie Oui, hospitalière, une première en France. oui. Quels en sont les objectifs? Est-ce un moyen de vouloir protéger les récits de vie qui vous sont confiés de toute dérive? Est-ce un moyen de protéger le patient, mais tout autant l'équipe, la famille, euh, le biographe? Il y a plusieurs enjeux. Déjà, c'est une vraie joie. Ça fait plusieurs années que l'on en parlait, parce que pour moi, il était hors de question. On m'a proposé hein, de monter des écoles, école Valérie Milevski, aucun sens. Enfin, aucun sens. Et moi, formée, je prends beaucoup de plaisir, mais ça n'est pas du tout une formation pyramidale. Et je trouve ça toujours un peu suspicieux quand il n'y a qu'un individu voilà, qui pourrait détenir quelque chose, ça me dépasse un peu. Donc depuis très longtemps, moi j'ai le souhait, même depuis le début, qu'il y ait une forme de diplôme universitaire, parce que ça répond à plusieurs enjeux. D'abord, ça donne une légitimité, ça donne un crédit.
ça permet une interdisciplinarité. Dans le diplôme, effectivement, c'est une première. Donc c'est un diplôme qui est en faculté de médecine à l'Université associative catholique de Lille et bientôt en forme de diplôme interuniversitaire avec la faculté de médecine de Strasbourg l'année prochaine. Donc il répond à plusieurs enjeux. Déjà cette interdisciplinarité, parce qu'il y a de l'éthique, il y a de la psychologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie. Ça donne les outils pour un métier en devenir. Bien sûr, après, il y a tout à faire, hein, mais ça donne les outils. En tous les cas, les gens sont vraiment très outillés. Ce sont des petites promotions. On a eu une centaine de candidatures. On en a retenu 24. Donc, c'est une petite promo sciemment. Hein, donc, et les enjeux, ils sont à plusieurs endroits. C'est de donner une éthique aux futurs professionnels pour qu'effectivement il n'y ait pas de dérive par rapport au récit, par rapport aux patients, au biographe aussi, pour qu'il soit formé, pour que lui-même ne soit pas en dépression grave au bout de 6 mois. Parce qu'on ne peut pas envisager ce métier sans formation. On ne peut pas, même si l'on a une belle plume. D'ailleurs, parfois c'est même un handicap d'avoir une belle plume, parce que là n'est pas le propos. Le propos est de tenir parole et de rendre parole et d'être dans la mélodie de l'autre. C'est toujours la première personne du singulier. Il y a un effacement le plus possible. Total, ça n'existe pas. Mais un effacement du biographe. Il n'est pas question que ce soit du Valeria Milewski. C'est vraiment cette maman, on va la reconnaître. Et d'ailleurs, on me le dit, quand je le lis, elle est là. Et c'est ça l'idée. Donc la belle plume peut être vraiment même un frein. Je pensais que ça pouvait être quelque chose de complètement aidant, de savoir trouver les mots. Eh bien non, par exemple, on a beaucoup de mal, les auteurs. Il y en a qui ont écrit des dizaines de romans. Eh bien c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont totalement dans leurs mots, dans leur grammaire, dans leur langage. Et c'est bien difficile de mettre les chaussons de l'autre. Très difficile. Encore plus, c'est comme si on demandait, ou même les psychologues, c'est difficile pour eux de faire ce métier. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui parle très bien chinois de ne pas parler chinois dans le pays, en Chine, parce qu'ils ont des compétences, ils ont des réflexes. Et ça, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas s'improviser, même quand on a une belle plume, ou même lorsqu'on a accompagné à titre individuel, personnel, quelqu'un de sa famille ou des amis, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ou quand on est biographe familial ou privé, c'est très très différent. Il y a vraiment une pratique de l'accompagnement. Donc ce diplôme universitaire, il protège en fait chacun. Il protège et puis, puisque depuis plusieurs années maintenant, 3-4 ans, je suis en lien et je remercie d'ailleurs la confiance des autres associations de biographes hospitaliers qui font confiance à Passeur, et Passeur est chef de file et les représente au ministère de la Santé pour aller vers la reconnaissance d'un nouveau métier et d'un nouveau soin de support. Donc, et le DU, qui plus est en faculté de médecine, est encore un feu vert pour aller dans ce sens-là. Oui, puis le fait que ce soit en faculté de médecine, cette reconnaissance par rapport à ces futurs médecins. Absolument. Et de plus en plus, j'interviens dans les facultés de médecine auprès des futurs médecins pour présenter la biographie hospitalière. Au même titre que le métier de soignant ne se limite pas à l'exécution de soins, j'imagine que la biographie ne se résume pas à la retranscription de souvenirs, d'histoires de vie. Vous touchez au soi profond, à l'intime, au secret peut-être, à l'inavouable parfois. Vous parlez dans une interview de rencontres où l'on ne triche pas. Vos rencontres, vos échanges, j'imagine que vous exposent, vous personnellement, émotionnellement, peut-être physiquement. Comment est-ce que vous gérez cette... on ne doit pas ressortir intact, en fait, de ces rencontres. C'est vrai. Alors, comme peut-être vous le voyez, j'ai plutôt un naturel joyeux. J'ai cette chance, probablement, enfin, c'est une grâce hein, d'être plutôt dans la joie. Donc, j'aborde mon travail depuis 17 ans et ces centaines de rencontres avec cet élan du cœur déjà et toujours en me disant on va faire un bout de chemin
ensemble. Déjà, il faut savoir qu'ils parlent très peu de leur maladie, mais effectivement, j'apprends à les connaître. Et ils me partagent des choses extrêmement intimes. Et ils vont mourir, c'est un fait. Et parfois, ils sont très jeunes. Ils ont 25 ans, ou parfois ils ont 32 ans et ils ont 2 petits qui me sautent dans les bras quand ils me voient. Et parfois je vais chez eux, il y a un bon café, une bonne tarte et je passe du temps à regarder les photos, je rencontre toute la famille. Et à domicile, c'est encore Et à particulier parce qu'on rentre domicile, dans on, l'intime. on est encore plus dans l'intime. Alors comment, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour les autres biographes hospitaliers, comment moi je fais. Difficile de mettre des mots. C'est sur- difficile En fait, déjà, je crois que c'est étrange à dire, hein, mais je vais vous le dire de manière très honnête, je crois que je les porte aussi dans mon cœur. Enfin, et pourtant, ils sont nombreux, mais j'ai le sentiment du devoir accompli, même si on n'a fait qu'une séance, même si on s'est peu rencontrés. Je sais que on a partagé quelque chose et je le dépose assez facilement. Et puis, il y a une chose qui m'aide, c'est que je suis une oublieuse. C'est très étrange, mais je sors du domicile ou de la chambre et je ne suis pas impactée. Je sais que c'est une vraie force, c'est peut-être pour ça que ça m'a été donné il y a presque 20 ans. Mais encore une fois, je suis dans une forme de légèreté. Oui, parce que oublieuse ne veut pas dire investissement. Enfin, voilà. Ah non, je suis extrêmement présente et consciente Voilà, quand attention, je suis voilà, avec elle. c'est là où je voulais en Ces venir. C'est que personnes. c'est pas ça. Ah non, C'est une façon c'est une protection. Voilà. C'est une protection alors parce que c'est aussi dans ma vie privée. C'est pas forcément agréable dans la vie privée parce que ce sont mes amis ou ma famille qui me disent bah, Valéria, ah bon, voilà. Mais parce que je suis vraiment moi dans le présent. Donc je vis pleinement, mais à 100% chaque moment du présent. Et j'oublie par contre très vite ce qui n'est plus. Donc c'est une espèce c'est une étrangeté. Hein. Mais les soignants Mais fonctionnent un petit peu voilà, comme ça, pour certains. je sais que dans mes collègues, on est pas mal à être comme ça et au demeurant, ils sont toujours un peu au chaud. Mais oui, après, je mets des choses en place, c'est-à-dire que alors depuis peu, moi je suis tellement passionnée que il est arrivé, je crois que c'était au bout de 8 ans, où des docteurs comme le docteur Durier ou le docteur Solube ont pris les clés de mon bureau en me disant on ne veut plus te voir, parce qu'ils s'étaient aperçus qu'en 8 ans je n'avais pas pris de congé en fait. Et, Et eux savaient combien ça... Voilà. Alors L'impact oui, que on pouvait peut avoir avoir aussi de toutes ces l'énergie, prises on en peut charge. avoir de la passion, parce que c'est réellement une vocation, j'ai cette chance. Hein. Mais travailler 7 jours sur 7, voire même la nuit, parce que je savais, les retranscriptions, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Quand on me demandait de faire vite, je faisais vite, c'était une erreur. Donc dès que mes enfants étaient couchés, hop, je me mettais devant l'ordi et le matin, ils se levaient et j'étais toujours devant l'ordi. Donc, et là, depuis, on va dire, c'est assez récent, la pandémie a aidé. Hein. Peut-être, voilà, depuis 2 ou 3 ans, je m'organise autrement. C'est-à-dire que pour me ressourcer, mais moi, rien me ressource, de venir vous voir, ça me ressource. Merci. Mais c'est vrai, de partager, ça me ressource, les conférences, ça me ressource, de voir ces belles couleurs des arbres. Ça, encore une fois, je suis très simple. Donc, un sourire va me ressourcer. Donc là, mais pour la première fois, j'ai pris des vacances, là, dernièrement. Et l'équipe soignante, votre présence, Oui, ces rencontres, oui, j'ai lu quand même que ça leur apportait oui, aussi beaucoup. c'est vrai. C'est vrai. Oui, Peut-être m'en dire un petit peu bien plus, sûr, oui, bien parce que sûr. En fait, la première fois que je m'en suis aperçue, c'était devant une caméra où notre ancienne chef de service, à qui je rends un peu hommage parce que elle a accueilli la démarche, Valérie Moulin.
devant la caméra, elle a dit, bah voilà, c'est un soin, évidemment, pour mes patients, mais c'est aussi un soin pour moi et pour mon équipe. Et alors moi, j'ai regardé comme ça, puis les journalistes sont partis, et je suis allée la voir, et je lui dis, mais Valérie, enfin, tu te rends compte de ce que tu as dit? C'est un soin pour toi et ton équipe. Enfin, je comprends pas. Et là, elle a rigolé, elle dit, bah évidemment, enfin, évidemment que ça nous fait du bien, que tu puisses être à cet endroit-là, écouter ce que nous, on n'a pas le temps d'écouter, les soulager, parce qu'on voit bien qu'ils décèdent, ils sont plus apaisés, ça veut dire qu'ils vont moins nous appeler, ça veut dire que nous, un décès qui se passe bien, ou mieux, parce que la mort c'est toujours une tâche aveugle et c'est toujours terrible. Mais quand on voit que la personne, elle est plus apaisée, sereine, ben forcément que nous, on va mieux. Et puis ça nous donne envie, nous aussi, de nous raconter. Et en fait, après ces mots-là, notre ancienne chef de service, cadre de service, cadre de santé, qui s'appelait Virginie Trouillet, qui est aujourd'hui à La Rochelle, a fait un mémoire sur la biographie hospitalière, et elle a prouvé, en faisant une recherche, que ça évitait non seulement l'épuisement professionnel, parce que effectivement ça leur permettait de réfléchir, de rester des soignants vivants, d'avoir des bulles comme ça, un peu d'oxygène, d'être reconnus aussi parce qu'ils faisaient une place à un autre soin. Enfin, il y avait des vertus et des bénéfices, et aujourd'hui le ministère de la Santé sait bien qu'il y a, on va dire, 3 bénéficiaires. Il y a le cœur qui est bien sûr le patient gravement malade, il y a les aidants, les proches, les bénéficiaires qui vont recevoir le livre, et puis il y a les soignants. Et puis bien sûr, la société, parce qu'une société qui s'occupe bien de ses mourants, c'est une société qui va bien mieux. Vous sentez-vous comme le dernier confident, le porteur ou le passeur d'un héritage peut-être, quand la biographie est remise aux proches ou pas, puisque je crois que ça n'est pas forcément systématiquement le cas. C'est vrai. Alors, le nom de l'association est assez porteur pour ça, passeur de mots, passeur d'histoire. Je me sentirais un peu passeur de mots, passeur d'histoire. Et effectivement, lorsqu'on remet le livre, alors que ce soit aux patients, c'est assez différent. Quand je peux remettre le livre aux patients, là, il y a une espèce de connivence. On a fait cette aventure ensemble, et je le remets à l'auteur, parce que je ne signe pas, bien sûr. C'est vraiment signé par le nom du patient. Donc, on est dans cette joie d'avoir fait le job tous les deux. Et lorsque je le remets, alors on le remet toujours 1 an et demi, voire plus après le décès. J'étais étonnée C'est vrai, parce que là encore, j'ai fait l'erreur au début de le remettre très très précocement après le décès. Et en fait, on a vu en faisant de la recherche, une recherche qualitative, qu'en fait les personnes, les familles, alors le lisaient bien sûr très très vite, mais en fait l'assimilaient à la perte sèche, au deuil, à la souffrance, et tout aussi vite le mettait dans un coin pour ne plus le relire. Et le livre était en fait associé à la mort, à la perte, et à la souffrance et à la douleur. Alors que quand on attend 1 an, c'est de manière très arbitraire. En fait, les personnes reviennent vers moi. Il y en a qui reviennent, il y a dans une fratrie un frère qui va revenir 3 ans après. Qui a connaissance de l'écriture. Oui, bien sûr, ils ont toujours connaissance. Voilà. Et un autre qui va revenir 6 ans après. En fait. Et un autre qui voilà, et au des familles, là, j'ai eu un SMS, bon, Valéria, voilà, ça fait 1 an que maman est décédée, je suis prêt. Et est-ce qu'il y a des biographies que vous ne remettez jamais ? Oui, elles sont à la demande, j'imagine, en effet, du patient peut-être. Non, alors il y a des biographies qui ne sont jamais demandées par les familles, et parfois, enfin, et on ne cherche pas à savoir pourquoi, en fait. Il y en a, je me souviens... C'était un monsieur qui était très fusionnel avec son épouse. Moi, j'étais persuadée qu'il allait réclamer même assez vite le récit. 1 an, il ne réclame pas. 2 ans, puis c'est quelqu'un que j'ai pu croiser. Je vois qu'il est gêné quand il me revoit. 3 ans passent, et
un jour, on se recroise et là, ça a probablement dû lui demander de la force. Il vient me voir et puis il me dit, voilà Valéria, je ne viendrai pas chercher le livre de mon épouse parce que j'ai cette chance incroyable d'avoir rencontré une autre femme. Je vais partir vivre avec elle dans le sud. C'est la seule chance que j'ai de rester vivant. Donc, et je voyais bien que c'est pas du tout parce qu'il n'aime plus son épouse décédée. Hein. C'est que là, il faut, s'il rebondit pas, s'il repart pas, s'il prend pas cette chance qui lui est donnée de vivre une nouvelle aventure avec quelqu'un, il va se perdre, il va mourir, quoi. Oui, il pensait que ça pouvait peut-être l'empêcher Oui, de construire un oui, futur. totalement. Donc, encore une fois, c'est l'école du lâcher-prise. On avait, en préparant un petit peu cette interview, on avait parlé de l'impression, avec la biographie, de prolonger l'existence, Mm, de rendre peut-être la fin moins triste. mm. Est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a un avant et un après? Ah, très clairement. Très clairement. Si on parle pour la personne biographée, déjà, combien de fois j'ai pu entendre bah, c'est ma vérité. Alors évidemment, les vérités sont toujours subjectives, mais au moins ils vont transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre. Et puis, souvent, la vraie mort, c'est pas la mort. En fait, la vraie mort, c'est l'oubli. Donc, combien de fois ils m'ont dit, mais avec le livre, mais moi, Valéria, je suis, je suis, comment ils disent, comment on dit quand on ne meurt jamais, éternelle. Grâce au livre, je suis éternelle. C'est impressionnant. Mm. Et pour les personnes destinataires, hein, bah là, j'ai tellement d'anecdotes. Euh, Il y en a qui me disent que, par exemple, c'est comme un doudou. Ou alors, c'est comme quand leur maman leur faisait un câlin. Ben, quand ils lisent le livre, ils ont l'impression que leur maman leur fait un câlin. Ou alors un jeune, c'était très drôle parce que je suis chez la relieuse d'art, Sylvie Lejanoux, qui fait un travail remarquable. Et puis, il y a un documentaire et le journaliste demande, j'avais remis le livre, moi, au père qui avait perdu lui-même son père. Et ce monsieur de 40 ans vient avec son propre fils. Et donc le journaliste demande au monsieur de 40 ans qu'il lise un extrait. Donc il lit un extrait, puis après il se retourne vers le petit-fils et il dit « Et toi, tu as lu le livre de ton grand-père ?» Alors il dit « Bah oui », et le père dit non en même temps. Alors le père lui dit « Mais t'as pas pu le lire, je l'ai caché. » Et le fils dit « Ah ben justement, heureusement que je l'ai trouvé, parce que je peux te dire que c'est grâce à grand-père que j'ai eu mon bac. Hein, parce que lui, t'as vu, il croyait en moi, lui. Et je l'ai bien lu dans le livre qu'il croyait en moi et qu'il était sûr que j'allais avoir mon bac. Ben, c'est grâce à lui. Et tout ça. Il y a des choses, en fait, qui... Tellement de choses nous dépassent. Ouais. Tellement de choses nous dépassent. C'est transgénérationnel, ça va passer en plus. C'est un très bel ouvrage fait à la main, ça va passer de génération en génération. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à écrire l'histoire quand vous intervenez Oui. auprès d'eux? Oui, certains, donc il y a plusieurs possibilités et là ils sont libres. Soit on reprend ensemble et on continue, soit on reprend depuis le début et on consigne ce qu'ils ont déjà écrit à la fin. En fait, comme ça, il y a un peu 2 livres en un. En fait, c'est très libre, oui. À quel moment tous les deux ou toutes les deux, enfin, fonction de... vous vous rendez compte que, voilà, ça y est, on a fini le... C'est une vraie question et c'est drôle parce que il y a deux jours, on était en Zoom d'intervision avec la psychologue pour le groupe des passeurs et c'était la thématique, c'est comment on finit. Comment on finit la relation, comment on se distancie ensemble. Parce que justement, comme on se le disait tout à l'heure, il y a eu de l'intime. Donc au début, c'est pareil, j'ai expérimenté, donc je suis tombée. Hein. Par exemple, la première dame, au tout début de ma pratique, il y avait une dame
je ne comprenais pas. Elle devait terminer, on avait terminé parce que chronologiquement, on était déjà arrivé. Bon, elle n'avait pas de petits-enfants, elle était relativement jeune, une ancienne infirmière, mais je voyais bien chronologiquement. Et il y avait une dernière séance, je lui ai dit, bon, bah là, c'est la dernière. Et puis, elle m'appelle, elle dit, bon, bah là, je suis fatiguée, pas de problème. La semaine d'après, oh, bah Valéria, j'ai scrapbooking. Ok. La semaine d'après, oh, bah ma voiture ne démarre pas. Valéria, c'est bête, c'est bête. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, pour elle, terminer, il y avait la pensée magique, si je termine, je vais mourir. Mm. Non seulement il y avait le fait que moi, elle ne voulait pas que la relation n'existe plus, mais en plus, si j'ai mon livre, si j'arrête, je vais mourir. Donc, j'ai mis en place à ce moment-là une espèce d'inventaire à l'après-vert. Ce sont des questions très simples sous forme de jeu J-E-U-X qui éloignent un peu du jeu J-E. Est-ce que vous auriez aimé vivre à la montagne ou dans quel autre pays, être un homme si c'est une femme, votre fleur préférée, votre mot préféré, l'invention, la période de l'histoire. Et comme ça, il y a d'autres anecdotes, mais on sort un peu de la narration, de oui. l'histoire personnelle. Et là, ça signe vraiment que l'on va arrêter. Et puis après, ils peuvent me donner des photos. Puis après, voilà, on réfléchit sur un titre. Et pour ma part, lorsqu'ils sont hospitalisés, je vais toujours les voir. Il y a toujours le petit bisou du soir, en fait. Comme, enfin voilà, je vais les saluer, je vais voir la famille. Même si on a terminé, le temps que je retranscrive, il y a de l'accompagnement, en fait. Mais par contre, nous n'allons pas aux obsèques, par exemple. Voilà, c'est une espèce de cadre que l'on se donne. Et les fameuses pages blanches. Oui, alors là, effectivement, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Vous me voyez convaincue, complètement habitée, presque par la démarche. Et en fait, j'ai pourtant failli arrêter. On est au début encore de la pratique. Et puis, il y a un monsieur, quelques semaines avant, je lui remets son livre. Donc, il est très content, il l'a dans la paume de sa main. Et puis, il dit, oh, c'est Valéria, c'est quand même incroyable d'avoir sa vie comme ça dans la paume de sa main. Et tous les deux, on est contents. C'est bête, mais c'est le premier à qui je remets de son vivant. Et ben oui, on est heureux tous les deux. Voilà, et puis les semaines passent et je suis en staff, en réunion avec l'équipe. Et là, j'ai les retours des infirmières, de mes collègues, qui disent oui, on vous donne des nouvelles de ce monsieur, on peut l'appeler monsieur James. Il va pas bien du tout, il est aux urgences. D'ailleurs, il a son livre avec lui. Alors, les médecins, toujours un peu goguenards, hein, mais oui, bah, c'est normal, hein, il est juste en situation palliative. Ce monsieur, il va bientôt mourir. Donc, mais moi, j'ai une espèce d'alerte. Je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je leur demande la possibilité, les urgences sont juste en dessous, de descendre et d'aller le voir parce que j'ai quelque chose qui arrive là. Il faut Un sentiment. Voilà, un pressentiment, pressentiment, quelque chose de... Donc, je descends, je vais le voir. Alors, il est content que je vienne le voir. Et effectivement, il a même son livre entre les mains. Et je lui dis, comment ça va qu'est-ce qui se passe? Et il me regarde, et il a des grands yeux bleus, très gros comme ça, très ronds. Et il me regarde, puis il me dit, mais Valéria, il y a un point final à mon livre. Alors je comprends pas de suite. Je dis, bah ouais, c'est formidable, on a terminé. Et il me répète, bah oui, mais il y a un point final. Et là, je comprends. Et là, le ciel me tombe sur la tête. Et là, je ressors, je suis ébobie, je suis pas bien. Je comprends qu'en fait, ce monsieur ne s'autorise plus à vivre parce qu'il a son livre et il y a un point final, en fait. Donc, je remonte, j'arrive et je leur dis, ben voilà, nous avons cru, vous comme moi, que c'était une bonne idée, ce que je vous ai présenté. Et je vous remercie, vous m'avez fait une vraie place. On a travaillé la nuit pour répondre à des appels à projets parce qu'on n'a pas de sous. Merci Frédéric des tours de tracteur à 2 euros. Merci David des crêpes. Enfin, merci de tout ce qu'on a pu faire, mais c'est pas une bonne idée.
Parce qu'en fait, ce projet, cette démarche qui veut être une fenêtre d'espérance, d'espoir, quelque chose de lumineux, la première personne à qui je remets le livre, elle me renvoie à l'inverse. Vous vouliez tout arrêter. Tout. Et je leur ai dit, je vous remercie de votre confiance, mais en fait, je vais partir. Et alors là, ils rigolent plus du tout, hein. Parce que c'était sérieux. Et on a mis 2 heures à trouver ce qu'en conférence tout le monde trouve en 1 minute et demie. Je comprends pas. Mais nous, on a mis 2 heures et je vous assure que jamais les staffs durent aussi longtemps. Jamais. Il y a les patients qui attendent, les familles, les consultes. Jamais, jamais. Mais là, il y avait une espèce d'impératif, quoi. Si on ne trouvait pas quelque chose, ça aurait pas été grave, hein. Dans la vie, on peut avoir des idées comme ça, et puis quand on les éprouve, on voit que ça va pas. Et au bout des 2 heures, donc on a effectivement ont émergé l'idée de ces pages blanches, d'une vingtaine de feuillets de pages blanches, qui a autant de force, de puissance que la trace écrite. Parce que ça va permettre à Annabelle, quand elle reçoit le livre de son papa, elle a 6 ans, de dessiner son papa qui est mort, sa maman, sa petite sœur, l'école. Ça va permettre à des livres de faire le tour du monde pour que les amis mettent des petits mots, et le fils de me dire, vous voyez, ma petite maman est toujours en vie, toujours présente. Enfin, il y a une suite, en fait. il y a une suite. Et puis certains vont pas du tout y toucher parce que c'est très sacré. Enfin, ouais. Mais symboliquement, c'est très puissant. Merci d'avoir posé la question. Pour finir notre échange, j'ai repris 2 phrases que j'ai trouvées, en tout cas inspirantes. Et j'aimerais que vous vous invitez à commenter ou à compléter. Vous êtes ma sœur de mots, c'est un témoignage. Vous êtes ma sœur de mots, vous avez cerné l'important, l'essentiel et ce que je voulais laisser comme trace. Je ne sais pas, Bénédicte, vous avez trouvé cette phrase, mais elle me touche énormément. Vous êtes ma sœur de mots. Vraiment, je suis très très touchée par ces mots. Bon, je ne les ai jamais reçus, mais j'ose les prendre un peu pour moi. Et ça me fait penser à une autre dame qui avait dit, ça semble bête ce que je vais vous dire, mais elle m'avait dit, alors qu'elle était au lit et qu'elle allait mourir, je vous invite chez moi. Et parce que en racontant son histoire, elle m'invitait vraiment dans sa maison intérieure, en fait. Donc c'est une phrase que je vais reprendre, qui me touche. Je vous ferai suivre le lien, Vraiment, Valérien. vraiment, Oui. Merci. C'est un témoignage d'une patiente qui était accompagnée. Une dernière phrase. La mort est tabou et la fin de vie obscène en dehors de la scène. Ouais, ça, je sais de qui ça vient. Et voilà. Alors évidemment, en personne qui écrit pour le théâtre, en fait, je comprends que cette phrase, elle puisse interpeller. Le début va pas interpeller, la mort est tabou. Ça, c'est presque malheureusement une banalité. Et elle est obscène en dehors de la scène, c'est-à-dire que aujourd'hui, et depuis peut-être 40 ans, on le sait, il y a moins de rituels, hein. Souvent le corps, il n'est pas à domicile. On va aller en chambre mortuaire. On ne veut plus voir la mort. On est plus dans l'agisme, dans le jeunisme, dans le faire. La mort, la maladie grave même dérange. Voire même, j'ai des patients qui ont dit, moi, depuis que j'ai le cancer, les gens traversent, changent de trottoir, on me fait plus la bise, quoi. Comme si ça allait sauter comme ça sur l'autre. Et alors la maladie grave, quand on voit le corps dépérir, quand il y a ce chaos-là, quand oui, on change physiquement souvent. Oui, on a des marqueurs de la maladie, on peut avoir des nausées. Fait peur, et la maladie fait peur, mais alors encore plus quand on voit les stigmates de la mort qui se rapprochent. Donc ça devient complètement obscène. Et le vrai sens de obscène, c'est en dehors de la scène. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, en fait. On met ça derrière le rideau.
C'est Merci ça. pour cet Mais je ne voudrais éclaircissement parce pas, que je ne voudrais pas finir parce qu'en fait, quand même, la mort, elle est obscène, mais il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Rainer Rilke qui écrit On contient sa mort comme le fruit son noyau. Et, et je trouve ça très juste. Et en fait, l'inverse de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. Donc oui, il y a un début, il y a une fin à cette vie-là. Euh, donc autant, peut-être ne pas attendre d'être très gravement malade pour se raconter, pour être en lien avec les autres, pour être unis, pour être solidaire, parce que vraiment la biographie hospitalière, ce n'est que ça. Ce n'est que de l'humanité en barre, ce n'est que un temps de présence. Donc voilà, ça se passe là à l'hôpital pour des gens gravement malades. Donc c'est bientôt Noël. Donc petit rappel d'être tous ensemble, de ne pas exclure et de vivre avec les vulnérabilités de chacun. Ça veut dire ça aussi. Comment conclure après ça? Très jolie conclusion. Merci beaucoup, Valéria. C'est moi Merci qui vous remercie. pour cet échange et ces moments, en tout cas, partagés. Voilà, d'accepter, en tout cas, d'avoir partagé toutes ces jolies rencontres. Un grand plaisir. Merci bien. Confier l'histoire de sa vie au biographe sculpteur, c'est retisser son fil à soie, c'est retisser avec la vie pour l'exprimer autrement. Se confier au biographe, c'est triompher de la mort, c'est entrer dans la vie. Extrait d'un Kassala sur la biographie hospitalière par Jean Caboutin.